Donc cette troisième vidéo, c'est pour essayer de vous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on fait le diagnostic du cancer de la prostate. Vous voyez que ça, c'est un point important avec beaucoup d'items de rang A sur les éléments principaux de ce diagnostic. Donc, on va travailler en 10 minutes sur la différence entre le dépistage et le diagnostic précoce, qui est très importante, la séquence d'utilisation des outils du diagnostic précoce, puisque c'est ça aujourd'hui qu'on fait dans le cancer de la prostate, et comment faire enfin le diagnostic positif d'un cancer de la prostate. Alors, cette petite subtilité entre le dépistage et le diagnostic précoce, c'est extrêmement important et il faut bien différencier le dispositif de dépistage, le dépistage de masse, hein, qui concerne l'ensemble de la population, même les non volontaires, c'est une sorte de dispositif industriel, et puis le diagnostic précoce uniquement chez un patient qui est en face de vous et pour lequel vous allez initier une démarche parce que vous pensez que ce patient a les critères épidémiologiques qui doivent amener à faire attention à cette problématique, en l'occurrence de cancer de la prostate. Donc c'est vraiment important puisque effectivement on a des exemples de dépistage de masse en France qui fonctionnent. En 2009, Roselyne Bachelot avait pris la décision de mettre en place un dépistage des tumeurs colorectales. Les tumeurs colorectales sont fréquentes chez l'homme et chez la femme et sont une des causes de mortalité fréquentes. Et donc, chaque homme ou femme qui dépasse les 50 ans se voit offrir une magnifique enveloppe avec à l'intérieur un test pour pouvoir tremper dans leur selle une bandelette et en cas de saignement, consulter un gastro-entérologue. Ça a été mis en place et ça a un grand intérêt parce que c'est un test simple. Il y a un impact fonctionnel qui est relativement limité, même si les coloscopies sont jamais sans danger, mais surtout on a un impact connu de ces tumeurs sur l'espérance de vie des patients, donc c'est très important. Pour le cancer de la prostate, euh, il reste un candidat peut-être un jour dans le futur, mais il y a des vraies raisons qui expliquent que ce n'est pas aujourd'hui un cancer pour lequel on lance un grand filet pour essayer de trouver des cancers de la prostate. Pourquoi? Bah parce que, en fait, le cancer de la prostate, je l'ai dit dans l'épidémiologie, c'est un cancer qui évolue très lentement et qui peut parfois être avec une lenteur d'évolution telle que finalement la morbidité compétitive va l'emporter. En clair, beaucoup de patients vont décéder d'autres causes. Et donc, c'est vrai que si l'évolution de la santé des hommes continue à s'améliorer, si l'âge moyen avant le décès se recule, peut-être qu'un jour il y aura une place pour ce genre de diagnostic, mais très clairement, aujourd'hui, on n'y est pas. Par ailleurs, le traitement du cancer de la prostate n'est pas anodin. Il est très important de le faire chez les patients qui doivent en bénéficier, ceux qui ont des tumeurs agressives, mais à l'inverse, pour un très grand nombre de patients, la surveillance active, on en parlera spécifiquement dans un item, est quelque chose qui est tout à fait pertinent dans ces cancers qui ont une très grande lenteur d'évolution avec voilà, des éléments d'évolution qui sont relativement lents avec des patients qui sont, je voulais rappeler l'âge moyen du diagnostic aux alentours de 68 ans et non pas 70 ans comme je l'avais mis dans cette diapositive. Donc pour l'instant, les essais randomisés n'ont pas mis en évidence d'intérêt de cette démarche de dépistage systématique. Elle n'est donc pas du tout d'actualité. On est sur un diagnostic individuel précoce. Le patient en face de vous, doit-il ou pas en bénéficier? Et ce diagnostic précoce, il faut le proposer à l'âge logique, c'est-à-dire entre 50 et 70 ans. Plus tôt éventuellement, on peut même descendre jusqu'à 40 ans en cas de facteur de risque génétique euh, vraiment inquiétant, mais absolument pas avant ces âges-là. Alors, quels sont les éléments qui vont nous amener à faire ce diagnostic clinique? Bah, ça va être les facteurs de risque, on l'a dit, et l'âge du patient. La majorité des patients sont asymptomatiques. Ce qu'on va rechercher à l'interrogatoire, c'est éventuellement une hypertrophie de la bénigne de la prostate associée ou d'autres antécédents qui vont avoir expliqué des symptômes urinaires qui risquent de complexifier la prise en charge du patient. Alors, quand on a des patients très âgés, on peut les découvrir devant un stade d'emblée métastatique et là,
effectivement, on va rechercher des éléments, des signes de compression médulaire ou d'autres choses dans un contexte métastatique. Un point important de l'interrogatoire quand même, c'est de bien penser à regarder également la fonction sexuelle des patients. Est-ce que c'est un sujet pour eux? Est-ce qu'ils ont déjà des difficultés érectiles qui risquent d'être accentuées par d'éventuels traitements? Cet élément-là, qui va être lourdement impacté par une démarche éventuellement de prise en charge d'un cancer de la prostate, est particulièrement important. Dernier point, un symptôme qui inquiète beaucoup les patients, logiquement, hein, c'est la présence de sang dans le sperme. Là, on peut l'affirmer, c'est un des items de l'ECN et c'est important de le rappeler. Pas d'exploration spécifique des gens qui ont du sang dans le sperme. Ça n'a aucun intérêt. Autant l'hématurie, la présence de sang dans les urines, c'est extrêmement important. Autant l'hémospermie se traite essentiellement, j'allais dire par le mépris, mais non, en l'occurrence, on va rassurer le patient, éventuellement, suivant son âge, discuter une démarche de diagnostic précoce, mais qui sera parce qu'il est venu nous voir, et non pas parce qu'on est inquiet à cause d'un symptôme. Alors, un des éléments très importants, et si vous n'en avez jamais fait, je vous encourage à voir la vidéo à laquelle vous pouvez accéder par ce QR code, c'est le toucher rectal, qui est l'examen clinique très important, évidemment, après avoir recueilli l'accord du patient. Une fois qu'on a évoqué le fait que la démarche de diagnostic individuel précoce avait un intérêt, eh bien, les deux éléments qui doivent rentrer en compte pour la prise en charge de ces patients, c'est le PSA, mais aussi absolument le toucher rectal qui parfois permet de trouver, même chez un patient qui peut avoir un PSA normal, une lésion nodulaire de la prostate qui nécessitera un bilan. Ça a l'avantage également de voir grossièrement le volume de la prostate et ça a un intérêt dans ce qu'on appelle l'estimation de la densité du PSA. On sera moins inquiet chez quelqu'un qui a une prostate qui est un peu grosse, de 60 grammes, s'il a un PSA à 4 ou 5, que s'il a une petite prostate de 20 grammes. Ça rentre enfin en compte dans la TNM. Hein. La TNM, c'est une classification clinique et vous avez vu, si vous avez regardé le chapitre sur l'anatomopathologie, qu'on va savoir est-ce qu'il y a une tumeur palpable, est-ce qu'elle fait la moitié du lobe, un lobe, deux lobes. Bref, c'est très important ce toucher rectal. Les outils biologiques, eh ben, c'est le fameux PSA avec des éléments importants à connaître que je vous ai résumés dans cette diapositive. Premièrement, il y a des faux positifs du PSA, un toucher rectal un peu violent, mais surtout des épisodes de prostatite, un adénome, le sondage, la rétention, une prostatite, enfin bref, des éléments qui peuvent faire monter le PSA très élevé, de façon très forte. Dans la prostatite normale, notamment, c'est là qu'il y a le plus grand risque. Il ne faut surtout pas demander de dosage de PSA. Si vous avez une suspicion de prostatite chez un patient, PSA peut monter à 20, 30 ou 40, ce qui va inquiéter tout le monde et peut-être entraîner des examens complémentaires inappropriés. Premier point, il y a des faux positifs du PSA. Deuxième point, le PSA, il varie spontanément, parfois même dans le même jour. Donc, il faut toujours revérifier un dosage du PSA qui a été fait à un instant T. Les variations, elles peuvent être très importantes, jusqu'à 20 à 30% dans les deux sens. C'est ce qui vous est indiqué dans le livre du collège, c'est pour ça que je vous cite ce chiffre-là. Pour simplifier, et dans le livre du collège actuel, la norme du PSA, c'est 4 nanogrammes par millilitre. Dans nos recommandations, on vient de faire évoluer, c'est la première fois depuis très longtemps, le taux de PSA à 3 nanogrammes par millilitre. Donc à partir de 3 nanogrammes par millilitre, on considère qu'il faut être méfiant. Et on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a une grosse prostate, peut-être qu'on sera toujours avec cette fameuse norme de 4. Quelqu'un qui a une toute petite prostate, bah oui, prostate de 20 grammes, PSA à 3, on peut se poser la question de l'intérêt de faire des explorations. Attention, n'utilisez pas le PSA tout seul. Vous allez vous dire que vous n'allez pas embêter le patient avec un toucher rectal. Non, en fait, vous risquez de passer à côté d'une forme à PSA bas qui sont par ailleurs souvent des formes agressives. Et puis le patient ne comprendra pas que vous l'ayez suivi uniquement par un dosage biologique. Donc c'est très important de faire cette démarche pour le diagnostic du cancer de la prostate. Il y a d'autres modalités d'usage du PSA, je vous en ai mis certaines, mais qui ne sont pas dans le livre du collège, donc
Ne les retenez pas, j'ai juste parlé de la densité du PSA. En gros, quand on a 10 millilitres de volume prostatique, c'est 1 nanogramme par millilitre de PSA. Pour simplifier, si vous avez une prostate de 100 grammes, vous avez le droit d'avoir un PSA à 10. Dans le livre du collège, ça n'est pas expliqué comme cela. On vous parle de la densité du PSA et cette valeur de 0,15 qui est le seuil qui doit inciter à la prudence. Donc c'est une autre façon d'exprimer cette notion de densité du PSA. Le rapport PSA libre sur PSA total, l'index phi, le 4K score, vous pouvez les oublier. C'est des choses qui ne sont quasiment plus utilisées. La vélocité du PSA, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Donc je le cite simplement. Quand vous avez beaucoup de valeurs de PSA, ça va vous permettre de pouvoir relativiser les petites poussées de fièvre du PSA qui sont peut-être simplement des variations spontanées. Dernier point à retenir sur le PSA, un PSA supérieur à 20 nanogrammes par millilitre. Attention au risque de maladie métastatique, mais on peut avoir des patients qui ont des PSA supérieurs à 20 et qui ne sont absolument pas métastatiques. Dernier élément, comment est-ce qu'on fait un diagnostic positif de cancer de la prostate? Bien, attention, une fois qu'on a des éléments inquiétants, toucher rectal inquiétant ou PSA inquiétant, on va partir dans une démarche de diagnostic positif du cancer de la prostate et cette démarche, c'est les biopsies. Pour optimiser les biopsies, on demande une IRM. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas demander systématiquement une IRM avant une consultation en urologie. Pourquoi? Parce que l'urologue qui va examiner le patient va peut-être revoir ce PSA, va peut-être décider d'attendre un petit peu, et si vous avez fait faire une IRM et que cette IRM est fortement suspecte, il sera plus difficile de ne pas faire les biopsies. En revanche, l'IRM, elle a un vrai intérêt avant les biopsies. Si on voit des zones suspectes, on va les suréchantillonner et si elles sont PIRADS 3, 4 ou 5, on va décider de faire des biopsies supplémentaires dans la zone. C'est ce qui nous a permis de réduire considérablement les risques de faux négatifs des biopsies de la prostate. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument recommandé de faire une IRM avant de faire des biopsies de la prostate, mais non pas pour prendre la décision de faire des biopsies de la prostate, mais pour préparer les biopsies de la prostate. C'est ce qui est résumé ici dans même la dernière version de nos recommandations professionnelles. Pirates 3, on hésite un petit peu, Pirates 4 ou 5, on les suréchantillonne de façon absolument certaine. Les biopsies de la prostate, là je vous ai montré une vidéo d'un patient à qui on fait des biopsies de la prostate. Vous voyez à quel point on voit très très bien la prostate et ici on va voir la biopsie de la prostate qui se fait entre guillemets en direct. Ça peut se faire par échographie endorectale, soit par échographie endorectale, soit par voie périnéale. Les deux peuvent être proposés. Il semblerait que les biopsies faites par voie transpérinéale, le risque de prostatite soit réduit, mais aujourd'hui c'est euh, par les deux voies qu'on peut faire ces biopsies. Il y aura peut-être dans le futur une des deux voies qui l'emportera, si j'ose dire. On fait donc 12 biopsies systématiques plus un certain nombre ciblés sur les zones suspectes en IRM. Donc les trois messages à retenir, c'est que le cancer de la prostate, il est le plus souvent asymptomatique avant la phase métastatique. Les deux outils du diagnostic précoce, c'est le toucher rectal et le PSA. Et enfin, les biopsies doivent être précédées d'une IRM de la prostate qui permettra de réduire les risques de faux négatifs de la biopsie. Je vous remercie.